Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un court roman d'un auteur contemporain, Un Dieu, un animal, de Jérôme Ferrari. Jérôme Ferrari est né en 1968 à Paris. Ses parents sont originaires de Corse et enfant, il y passe ses étés en vacances. Il fait ensuite des études de philosophie à l'université de la Sorbonne, toujours à Paris, et enseigne dans les lycées internationaux français, en Algérie, à Abu Dhabi, puis de retour en France, à Nice. Depuis 2015, il est installé en Corse et enseigne la philosophie dans un lycée à Bastia. Il le dit lui-même, il n'est pas philosophe, il enseigne la philosophie. C'est pour ça qu'il affirme aussi que son mode d'expression est littéraire. Il publie donc son premier recueil de nouvelles en 2001, suivi d'un premier roman en 2002. Il a reçu le prix Goncourt en 2012 pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome. Le roman qui nous intéresse aujourd'hui, Un Dieu, un animal, a été publié en 2009 et a reçu le prix Landernau, un prix qui récompense les nouveaux auteurs moins connus. À ce jour, Jérôme Ferrari a publié 8 romans. Tout d'abord, quelles sont les grandes lignes générales de son œuvre? Pour lui, l'écriture est un besoin, nourri et alimenté depuis sa jeunesse par différentes lectures qui ont fait mûrir son amour de la langue. Ensuite, la présence de la Corse dans ses romans n'obéit pas à une intention biographique ou régionale. Il veut parler du réel, pas de lui, ni de son rapport à son pays. Cela ne l'empêche pas d'avoir un regard extérieur sur cette région, critique, qui tend à casser l'image de carte postale qu'on colle bien souvent à celle qu'on appelle l'île de beauté. Au final, il rappelle que tout roman naît dans une région particulière, il le faut bien, mais son monde est, en droit, celui de la littérature tout court, sans adjectif. C'est là, et là seulement, qu'il doit être jugé. Les points de départ de ces romans, l'élément déclencheur de l'écriture, sont des photographies, des citations, des rencontres, que l'auteur aime à tisser en de multiples fils narratifs, selon une structure très étudiée, pensée en amont, car il n'arrive pas à écrire en suivant simplement le fil de sa pensée. Finalement, d'une certaine manière, on peut dire que son secret, c'est le travail. Des questionnements d'ordre spirituel sont des éléments récurrents dans ses romans. Bien que lui-même se dise athée, la question de la perte de sens religieux et la quête métaphysique reviennent bien souvent. Finalement, à propos de son style, il dit accorder une importance capitale au rythme des phrases. Comme Flaubert, il lit ses textes à voix haute pour les épurer. Il ne cherche pas à commenter son récit par des interventions du narrateur dans ceci, cela en accord avec son idée de la littérature. Elle n'est ni un divertissement, ni un loisir, elle doit être un moyen d'incarner une pensée, une perspective sur le réel, un certain type de vérité. Elle doit parler d'elle-même d'une certaine manière. C'est pourquoi son écriture est au service de sa pensée, intimement liée par le fond et la forme. Il exprime ainsi une idée très juste sur la littérature. La distinction spécialement en littérature entre la forme et le fond est une distinction totalement abstraite. Alors de quoi parle Un Dieu, un animal? Garantie sans spoil. C'est un court roman de 100 pages qui suit deux trajectoires de personnages parallèles avec quelques points de rencontre épisodiques. Ces deux personnages sont des jeunes gens qu'on peut qualifier de dépossédés de leur destin, sacrifiés sur l'autel des nouvelles divinités qui se partagent notre monde, l'entreprise et la guerre. On commence par suivre un jeune homme, qui restera anonyme tout au long du roman, qui s'ennuie dans son village natal de Corse, entre les sorties avec son pote Jean Do, l'ecstasy et les bagarres devant les boîtes de nuit. Il finit par s'engager comme mercenaire au Moyen-Orient. Blessé lors d'un attentat, forcé de retrouver son village, il affronte une nouvelle forme d'exil. Je cite le début du roman. Bien sûr, les choses tournent mal. Pourtant, tu serais parti et, quand l'étreinte du monde serait devenue trop puissante, tu serais rentré chez toi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, car les choses tournent mal à leur manière mystérieuse et cruelle de choses, et font se briser contre elles toutes les illusions de lucidité. Tu es parti, le monde ne t'a pas étreint, et, quand tu es rentré, il n'y avait plus de chez toi. Privé de la fascination pour la violence qu'il tentait d'exorciser à travers la guerre, il tente de retrouver les liens avec son amour d'adolescent, Magali, notre second personnage, qui, elle, se voue corps et âme à son entreprise. Quelles pourraient être donc les particularités et les intérêts de ce roman? Voici quelques propositions. Premièrement, comme vous avez pu l'entendre, toute la narration est faite en tu, à la deuxième personne du singulier, ce qui est assez inédit, comme si le narrateur interpellait constamment ses personnages et, indirectement, le lecteur. Cela donne un ton très solennel et quasiment liturgique au récit, tout en résolvant le problème du passage d'un personnage à l'autre. Tout se fait donc en continu, avec simplement quelques paragraphes pour rythmer le texte, sans dialogue,
ce qui contribue au souffle puissant qui traverse, qui balaye tout le roman. Heureusement qu'il est court d'ailleurs, mais cette densité fait toute sa force. Ensuite, le récit se veut une réflexion sur la violence et la fascination quasi religieuse, contemplative, qu'elle exerce sur les hommes. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur une citation du poète persan Mansour el-Hallaj, martyrisé au Xe siècle. Un martyr est celui qui sacrifie sa propre vie au nom d'un idéal, comme nos deux personnages. L'auteur y voit l'expression ultime de l'amour de Dieu, car selon lui, l'étreinte d'un être qui nous dépasse infiniment ne peut que nous détruire, affirme-t-il. Pour lui, athée, je vous le rappelle, ce sacrifice aux idoles modernes dans le roman, l'entreprise ou la guerre, résonne comme une tentative désespérée et magnifique de voir le monde tel qu'il est et de préserver malgré tout la possibilité de l'amour. Cette réflexion sur la violence est un thème, bien que l'auteur se défend de vouloir la sublimer ou de la rendre belle, cette violence, c'est une constante dans ses romans, une matière inépuisable. J'aimerais finalement vous proposer quelques pistes de réflexion pour accompagner votre lecture. Il me semble tout d'abord que ce roman propose un questionnement intéressant sur le phénomène de dépersonnalisation de l'individu dans un groupe. Et cela pose une question cruciale pour notre monde contemporain. Comment garder pied, garder sens, ne pas devenir fou, dans un monde qui nous rend étrangers à nous-mêmes? Que ce soit dans l'entreprise, où les employés ne sont que des organes interchangeables et provisoires, à l'image de Magali, et se retrouvent à chercher leur propre identité sur les réseaux sociaux. De l'autre, on a l'armée, qui transforme les jeunes gens en machines à tuer. On pense bien sûr aux films sur le Vietnam, par exemple Platoon d'Oliver Stone, qui suit le désenchantement d'un jeune Américain débarqué au Vietnam et condamné à des tâches absurdes et répétitives. Ce n'est pas pour rien qu'on peut trouver ce parallèle entre ce film sur le Vietnam et le livre. Le titre lui-même est une citation du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui est cité directement dans le roman dans le passage suivant. En septembre, tu es allé au cinéma et tu as pris un cachet une demi-heure avant le début de la séance en espérant que la montée te clouerait sur ton fauteuil. Tu as regardé la jungle brûler pendant que Martin Sheen fumait une cigarette et tu as remonté le fleuve à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'estompe et disparaisse pour te laisser prendre sa place. C'était à toi qu'Aurore Clément tendait une pipe d'opium en te caressant la joue. Et c'était à toi qu'elle parlait de son défunt mari et des incurables blessures de son cœur. C'était à toi qu'elle confiait qu'il ne savait plus s'il était un animal ou un dieu, et tu as ouvert des yeux immenses quand elle s'est penchée vers toi pour te confier. Mais vous êtes les deux, capitaine, vous êtes les deux. Ce film, qui a marqué Jérôme Ferrari, repose sur le même questionnement sur la violence des hommes, et ici son exportation par l'armée américaine au Vietnam. On peut d'ailleurs trouver un parallèle intéressant entre le sacrifice de nos deux personnages et celui du colonel Kurtz, dans le film de Coppola, sacrifié comme un animal à la fin, parce qu'il s'est pris pour un dieu. En ce sens, la fin du roman résonne comme les dernières paroles du colonel Kurtz, l'horreur, l'horreur. Et tu vois ce qui ressemble maintenant à la couche dévastée d'une noce bestiale. Tu t'endors un instant, tu te réveilles en cherchant la main de Magali, qui n'a pas lâché la tienne, et tu es renvoyé dans la poussière et dans le sang, mais tout a changé, et tu ne vois plus devant toi que la glaise primordiale dont Dieu façonne la multitude des êtres et des mondes qu'il tire du néant et renvoie, sans fin, au néant. Tu entends la voix du martyr qui a connu l'amour de Dieu et supplie « Tuez-moi » et tu comprends sa prière et tu cesses d'avoir peur, car personne ne sera épargné. Dans l'obscurité, tu cherches le regard de Magali, tu touches ses lèvres et tu murmures « Comment pourrait-il faire s'il nous épargnait? Comment ferait-il? Comment nous dirait-il son amour ?» This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les suivantes. D'ici là, portez-vous bien, lisez des livres. Ciao.